Bonjour à tous. Merci en tout cas de nous accueillir dans ce cadre prestigieux. Je tiens à remercier effectivement l'organisation de NetSecure Day, la Chambre de commerce et puis la région. C'est vrai qu'on n'a pas souvent l'occasion d'intervenir devant une telle audience et dans un cadre aussi sympa. Le sujet aujourd'hui, c'est une présentation effectivement sur la sécurisation de l'infrastructure des réseaux du data center. Ça a été dit précédemment, mais je pense que vous le savez tous, les données, elles ne sont pas vraiment dans le nuage. Hein. Quelque part, elles sont plus près de vous que vous le croyez ou plus loin, mais elles ne sont pas vraiment dans le nuage. Elles sont présentes au niveau d'infrastructures qui sont un savant mélange de storage, de compute pour la partie applicative, mais également de réseau. Et chose intéressante dans beaucoup des présentations et beaucoup des interventions qu'on a eues ce matin, c'est de savoir que toutes ces évolutions dont on parle vers le cloud, vers des usages de plus en plus mobiles, vers des usages autour du big data, qui a été clairement évoqué ce matin, ce sont des questions qui sont network-centriques. C'est-à-dire que ces usages-là, ce que vous souhaitez faire aujourd'hui, ce que vous ferez demain, ce que vos utilisateurs, dans le cadre de vos entreprises et de vos projets, feront demain, sera largement dépendant des infrastructures réseau, pas seulement au niveau de la performance évidente et du temps d'accès, pas seulement au niveau de la disponibilité, mais également au niveau de la sécurité que vous pourrez avoir autour des données que vous souhaiterez y laisser. Alors, Fanch, ce matin, nous a brillamment évoqué les problématiques de manque de temps et les problématiques d'adoption en fait, des entreprises autour de l'énergie numérique. Il y a des solutions à ça. Le cloud et ces aspects-là peuvent en être un. Arnaud, par la suite, nous a clairement indiqué qu'aujourd'hui, un point d'échange Internet, c'était un nœud autoroutier, hein, si je reprends l'image que tu avais donnée, dont la pertinence était d'apporter effectivement de la disponibilité, de la performance, mais également de la sécurisation au niveau des accès, au niveau du transit effectivement des données, que tout ça pouvait, lorsqu'on le faisait soi-même, coûter très très cher, et finalement monter des infrastructures pour que, je reprends ton exemple, Google fasse de la pub et mette des vidéos. C'est pas forcément le but de la manip. Et puis Arnaud de Creative Data nous a également parlé autour du Big IP, de la problématique, moi c'est ce que j'ai retenu, de la vitesse. Et puis il a utilisé un mot assez souvent qu'on appelait l'open source. Donc c'est un mot, vous le verrez, qui reviendra assez fréquemment dans nos présentations. Et puis ensuite, Denis, brillamment, nous a fait un petit peu peur. C'est le monsieur qui fait peur, je pense qu'il était venu là pour ça. Bon, je dois l'avouer, Brockhead est une société américaine dont le siège est dans la Silicon Valley. Et pas loin de chez Google en plus, hein, on est un petit peu voisins. Bon, maintenant, nous, que vous dire par rapport à ça? On est certes conscient, effectivement, de tout ce qui a été dit, mais la sécurité, et je pense que c'est ce que je voudrais retenir aussi de cette présentation, c'est vraiment une question de personne. Ça commence au niveau du badge d'accès, ça commence au niveau du comportement de chacun, et ça commence aussi dans la manière dont on va construire et concevoir les infrastructures pour délivrer du service à des clients, à des utilisateurs, quels qu'ils soient. Et donc, tout le sujet, c'est comment, effectivement, un constructeur réseau tel que nous sommes propose aujourd'hui, en tant que challenger, sur un marché largement dominé par des acteurs que vous connaissez tous et qui ont été largement cités. Il y a même eu des photos ce matin dans certaines presses de gens que je nommerai pas. Comment est-ce qu'on veut proposer une voie d'évolution, une vision, une stratégie vers ce qu'on va appeler le nouvel IP. Donc ce nouvel IP, c'est pas simplement un élément marketing, c'est une réalité aujourd'hui et c'est une réalité sur laquelle on va largement discuter. Alors, si je ne me trompe pas, c'est comme ça. Voilà. Donc ça, c'était la partie introduction de l'introduction. Là maintenant, on va partir dans la partie introduction vraiment. Donc, je m'appelle Eric Beaupère, je suis Sales Manager Cloud Service Provider. Il y a dans la salle Sébastien Agaton, si tu veux faire un petit coucou, qui s'occupe également de la partie Service Provider. En gros, ça veut dire quoi, Sales Manager Cloud Service Provider? Ça veut dire vendeur, soyons clairs. À côté, couple infernal ou Dream Team, c'est vous qui voyez. Sébastien Fernandez, qui va se présenter lui-même. Bonjour à tous, moi je suis Sébastien Fernandez, je suis ingénieur avant-vente chez Brockhead, donc système ingénieur, et je suis focusé sur toutes les solutions IP que propose Brockhead. Donc des solutions network, switch, router, orientées autour de l'IP. À la base, Brockhead est un équipementier qui était issu d'infrastructures stockage Fiber Channel, et depuis plusieurs années maintenant, il y a eu une mutation dans l'IP.
une forte mutation dans l'IP et Eric va l'introduire et je la développerai ensuite. Donc moi, mon job, c'est toutes les solutions IP, LAN campus, LAN data center, software networking, et je vous parlerai tout à l'heure de l'infrastructure LAN data center et du software networking et de l'empreinte de Brocket dans ces deux domaines, et ce qu'on souhaite porter. Voilà. Alors, il l'a dit, donc je ne vais pas le redire, mais effectivement, je le redis quand même, on est issu du stockage. À l'origine, et depuis une quinzaine d'années, Brocket est effectivement le leader du domaine du storage networking, et en particulier du stockage à la fiber channel, donc au sens legacy traditionnel du terme. Ceci étant, ce marché qui nous a porté depuis 15 ans et qui nous porte encore selon les analystes sur quelques années à venir, n'est effectivement pas un marché pérenne à terme au regard d'un mouvement d'ensemble vers quelque chose qui s'appelle la virtualisation. Ça vous a peut-être déjà évoqué des choses. Et donc l'avenir de la société est clairement stratégiquement positionné sur l'IP, sur l'ouverture, sur une position de challenger par rapport à des acteurs dominants que vous connaissez, et qui auraient plutôt tendance, de notre point de vue, à chercher à unifier le compute, le storage et le network dans des solutions bien propriétaires, bien fermées, bien chères, d'accord, qui nous semblent aujourd'hui inadaptées par rapport aux nouveaux usages et par rapport au challenge que va représenter ce nouvel IP. Donc, notre stratégie est bien d'étendre effectivement le SDN et le NFV. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ces acronymes, SDN pour Software Defined Networking et NFV pour Network Function Virtualization, à savoir la virtualisation des fonctions réseau. Donc l'accès en un mode subscription, en un mode à l'usage, en un mode beaucoup moins onéreux et beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple à des solutions qui aujourd'hui n'étaient disponibles qu'en mode propriétaire sous forme d'appliance, bien chères, bien onéreuses à acheter, bien onéreuses à maintenir, etc. Continue à être une société avec laquelle les entreprises ont plaisir à travailler, rester les experts du storage en accompagnant, à partir de notre connaissance du monde legacy fiber channel, la migration vers les réseaux de stockage beaucoup plus ouverts, et puis produire effectivement une qualité de service à destination de nos clients et de nos utilisateurs. Alors, entamons tout de suite le sujet. Bon, ce genre de slide, vous en avez déjà vu peut-être par ailleurs et chez d'autres présentateurs. Il fut un temps, que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, où il y avait des mainframes qui dominaient effectivement le domaine du compute, le domaine de l'informatique. Et cette ère du mainframe, en fait, a permis, et c'est quand même, je dirais, quelque chose qu'il faut reconnaître, l'émergence de millions d'utilisateurs et de milliers d'applications disponibles et qui ont permis de délivrer un certain nombre de services pendant de très nombreuses années. Et puis, de cette démarche-là, dans les années 80, 90, 2000, on est passé sur un modèle où effectivement, le client-serveur a connu son ère, a connu son essor. Et le client-serveur, par rapport à l'époque du mainframe, c'était quand même des centaines de millions d'utilisateurs pour des dizaines de milliers d'applications. Donc on avait déjà un effet d'échelle beaucoup plus important. Et puis aujourd'hui, ça vous a peut-être pas échappé. Moi, si je prends à titre personnel ce qui se passe au niveau de mon foyer, j'ai une maison avec une box, comme tout le monde, un accès Internet, et puis un certain nombre d'utilisateurs qui sont mon épouse, moi-même, mes enfants, la nièce qui habite à la maison et qui vient d'arriver. Et ces gens-là ont une utilisation, quand je monitore la bande passante sur la box et que je regarde un petit peu ce qui se passe, qui est franchement exponentielle par rapport aux usages qu'on pouvait en faire. La notion même d'acheter de la musique, par exemple, pour ma nièce de 19 ans, est quelque chose de tout à fait abstrait. Le fait d'utiliser de la musique en streaming, d'utiliser les ressources disponibles sur l'Internet pour accéder à un certain nombre d'éléments culturels, informatifs, scolaires ou autres, est quelque chose de tout à fait naturel et tout à fait gratuit, et qui est complètement décorrélé de l'aspect business, de l'aspect financier. On ne s'attend pas à payer pour ce type de service. Alors d'un autre côté, ça pose quand même un problème, parce que les fournisseurs d'infrastructures, les fournisseurs de services, dont c'est le métier, dont c'est le modèle, se retrouvent quand même dans une dichotomie et face à ce que nos amis américains appelleraient un chasm, donc la bonne traduction ce serait un gouffre ou un fossé qu'il s'agit de comprendre et qu'il s'agit de combler. Qu'est-ce qui nous donne néanmoins dans cette perspective une bonne visibilité sur ce qui va se passer. D'après la majorité des analystes, que ce soit le Gartner ou l'IDC, quand on regarde les investissements
entre 2014 et 2018, représentés par les diagrammes en grisé et en orange, on voit clairement que les investissements à hauteur de plus de 50% à horizon 2018 vont se porter vers le cloud. Donc le cloud, ça a été évoqué peut-être 200 fois depuis ce matin. Le cloud, c'est évidemment Amazon, Google, Microsoft et les autres, mais le cloud, c'est également pour vous qui êtes ici dans cette salle, pour vous en région, pour vous dans le cadre de l'ensemble de vos projets et des initiatives que vous souhaitez porter, une formidable opportunité pour localiser des clouds, pour mettre ce nouvel IP au plus près de vos utilisateurs, au plus près de vos clients, au plus près de vos associations, au plus près de vos besoins. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est complètement en train de changer le modèle, où auparavant, et c'est l'une des raisons pour laquelle seules quelques grandes sociétés américaines ou grandes sociétés mondiales avaient la capacité à monter des clouds, il fallait pour monter un cloud investir dans une infrastructure en mètres carrés, en adjonction électrique, en adjonction télécom, en baie réseau, en baie serveur, en stockage, en réseau tout court. Et tout ça, ça représentait des centaines, voire des millions de dollars ou d'euros. Aujourd'hui, le cloud, c'est, et ça a été dit ce matin, c'est quelques baies chez un hébergeur dont c'est le métier, c'est un focus métier, c'est une idée, et c'est un accès surtout au niveau des ressources dont vous allez avoir besoin, qui va vous être proposé en mode subscription, donc en mode à l'usage, quelque chose que vous allez pouvoir adapter en fonction de votre business model à la baisse ou à la hausse, et quelque chose que vous allez pouvoir caler par rapport à l'espérance et par rapport aux revenus que vous allez générer par rapport à votre activité. Donc quelque chose qui, alors qu'il était inaccessible du fait des coûts d'infrastructure il y a encore quelques années, devient complètement accessible, complètement localisé près de chez vous, complètement sécurisable dans un environnement proche de chez vous, avec des partenaires de confiance, des gens que vous connaissez, et c'est à vous de prendre en main, effectivement, et je rebondis sur la présentation de Denis tout à l'heure, c'est à vous de prendre en main, effectivement, votre destin par rapport à ce que vous voulez faire avec le cloud et quel type de service vous voulez monter dessus. Alors, ce nouvel IP s'appuie sur des standards. Donc ces standards, mon ami Sébastien va clairement les évoquer, c'est la virtualisation des fonctions réseau, c'est la fabrique, c'est le SDN, et ces standards, effectivement, c'est aujourd'hui OpenDaylight, OpenNFV, OpenStack, OpenFlow, et tout ça, je n'insiste pas forcément dessus, c'est des éléments sur lesquels tu vas largement revenir dans le détail. Qu'est-ce que ça va changer au niveau de l'impact des entreprises et des services providers? L'idée, c'est qu'effectivement, cette nouvelle expérience de client, elle doit remplir différents objectifs. D'abord, la partie scale, c'est-à-dire la partie comment je taille mon infrastructure, comment je l'adapte à mes besoins métiers. D'accord ? Pour les entreprises, l'idée, c'est évidemment de pouvoir monter et descendre et de régler. Je prenais l'exemple de certaines applications à la mode qu'on utilise tous sur nos mobiles. Vous connaissez la longévité et la durée de vie en fait, de ces applications. Imaginez le stress d'un point de vue réseau que la vague Angry Bird, par exemple, a pu avoir à certains moments. Angry Bird, en fait, finalement passe de mode. Candy Crush prend l'avantage. Quel était l'avantage pour les gens qui ont développé ou mis à disposition Angry Bird à un certain moment sur le marché d'investir sur des infrastructures physiques achetées? J'espère pour eux qu'ils ont suivi un modèle effectivement New IP et qu'ils ont pu adapter à la hausse quand c'était le buzz et à la baisse quand ça a décru pour pouvoir suivre l'évolution de leur clientèle. De la même manière, les structures informatiques internes évoluent aujourd'hui, elles n'ont pas le choix, vers une structure de type service provider. S'ils ne le font pas, s'ils ne proposent pas des offres flexibles, adaptables et en corrélation avec les attentes des métiers, mais ils prennent le risque d'avoir des métiers qui tout simplement prennent l'initiative d'externaliser une partie des applicatifs et qui à ce moment-là se passent d'eux. Okay. Et puis, ça a été dit là encore, mais la vitesse. La vitesse est, dans l'exemple que je prenais sur les jeux de mobile, c'est une chose, mais la vitesse est indispensable. Aujourd'hui, qui que ce soit qui envisage de déployer des applications, s'il ne le fait pas assez vite, risque de se faire dépasser par la bande, risque de se retrouver avec des solutions d'une créativité certaine mais d'une sécurité moindre, risque de se retrouver dans une situation dans laquelle aucun responsable réseau ou responsable informatique ne souhaiterait se trouver. Donc, j'arrive pratiquement à la fin de cette introduction. Qu'est-ce qui caractérisait le legacy IP, donc l'IP à la spanning tree, à la papa-maman qu'on connaît depuis 15 ans, bien classique, bien traditionnel, bien cher? C'est qu'il est statique et manuel, il est fermé et propriétaire. L'intelligence est située au niveau de l'appliance, au niveau de l'équipement.
est dans un code bien obscur et bien fermé sur lequel on ne peut pas savoir ce qui se passe. L'obsolescence est planifiée. Hein, il y a eu des scandales au niveau de certains éléments grand public par rapport à des alimentations de téléviseurs, si je ne m'abuse, qui étaient programmés pour claquer au bout de 2 ou 3 ans. Ben, on peut trouver des choses comme ça chez certains constructeurs réseau. Et puis, la difficulté, c'est que ces choses-là, je l'ai dit tout à l'heure, étaient réservées à de très grandes structures, très grandes sociétés, ou des sociétés adossées avec un plan de financement plutôt costaud, hein, puisqu'il s'agissait de sortir quelques centaines de milliers d'euros ou de dollars pour pouvoir constituer une infrastructure avant même d'avoir le premier client. Le nouvel IP, lui, à l'inverse, il est dynamique et automatisé, il est ouvert et open sourcé. L'intelligence se situe à un niveau supérieur, au niveau d'une couche d'abstraction qui volontairement est agnostique en termes de constructeur, et c'est tous les standards que Sébastien va évoquer. Et puis l'idée, c'est d'arriver sur une utilisation à l'usage, c'est-à-dire je paye ce que j'utilise, ce dont j'ai besoin, et lorsque je n'en ai plus besoin, je le rends. Aujourd'hui, à travers des solutions Brocket de type Viata, hein, qui est une société de software routeur et software firewall, on peut trouver, excusez-moi, mais chez Amazon en l'occurrence, du routeur pour $19 de l'heure, par exemple. Donc un usage tout à fait différent de ce qu'on a pu voir. Donc, là je passe rapidement dessus. Le framework, c'est l'orchestration du contrôle des services du hardware, mais là encore Sébastien va détailler tout ça. L'opportunité, elle est tout simplement que, en termes de fabrique, et ça c'est l'élément qui va être détaillé, 25% des grands data centers en fait, vont être équipés de fabriques en 2017. Nous, Brockhead, on en est à plus de 2000 clients livrés aujourd'hui dans le monde, ce qui représente des milliers de ports switchés, gigas, 10 gigas et plus. J'en prendrai pour exemple l'un des confrères d'Arnaud Réseaupol, le point d'échange lyonnais, donc anciennement Lyonix, qui vient d'investir sur une plateforme de type VDX. Et au passage, FrancX, qui est également l'un de nos clients historiques sur la partie routage. Pour la partie virtualisation des fonctions réseau, 93% des opérateurs globaux, compte tenu de la dichotomie entre les besoins, la vitesse et la disponibilité des infrastructures, envisagent d'implémenter du NFV. Et puis aujourd'hui, nous mettons à disposition des solutions qui sont 40 fois plus rapides que ce qu'on trouve sur le marché en traditionnel. Et en ce qui concerne le SDN, 70% des entreprises auront déployé du SDN en 2015. Donc cette couche d'abstraction et de supervision qui permet de trouver l'économie. Et puis aujourd'hui, nous avons déjà plus d'1,5 million de ports qui sont prêts pour l'OpenFlow, donc prêts pour le SDN, qui sont en production à travers le monde. En résumé, et c'est le dernier slide, c'est l'avant-dernier, pardon, Brockhead, effectivement, est un acteur majeur en tant que challenger sur le domaine de l'IP, sur ces questions-là, à travers les approches extrêmement innovantes en matière de financement, où l'idée est précisément de vous garantir un usage optimum et de ne pas chercher à faire une vente. Alors c'est curieux, un vendeur qui vous dit « je ne suis pas là pour vous vendre quelque chose », tout de suite ça paraît suspect, mais l'idée est bien de vous garantir l'usage à travers un modèle locatif, ou tout simplement, comme il n'y a pas de transfert de propriété, comme il n'y a pas d'acquisition du matériel, vous n'êtes pas tenu à un équipement, vous pouvez le rendre sous des conditions, vous pouvez le faire évoluer, vous pouvez accéder à des nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles au moment où l'affaire a été signée, un T0, mais par contre 6 mois, 8 mois, 10 mois après, vous avez besoin d'évolution, et bien tout ça est possible. Alors possible du point de vue du hardware, et possible bien évidemment du point de vue de l'ensemble de notre offre logicielle. Et là, c'est vraiment le dernier slide. Le nouvel IP, donc vous l'avez compris, il est construit sur des architectures ouvertes. Il permet d'accélérer l'adoption des technologies et l'innovation. Il permet d'apporter plus de contrôle à l'utilisateur parce que l'utilisateur finalement décide de ce qu'il emploie, de ce qu'il utilise. Et puis surtout, il est défini par le software et il est ouvert. Ok, donc merci Eric. Donc là, c'est une empreinte qui était assez marché et comment Brockhead, d'un point de vue général, se positionne par rapport à cette vision marché, cette vision besoin client, etc. Moi, je vais vous parler de choses beaucoup plus technologiques. Je ne vais pas vous parler produits, je vais vous parler de solutions technologiques et comment Brockhead on s'inscrit par rapport à ces besoins marché évoqués d'un point de vue solution technologique.
La première des choses dont je vais vous parler, c'est de la fabrique Ethernet, qui est notre solution dans l'infrastructure réseau data center, et quels sont les avantages, ses points forts, et quel apport de sécurité ça va amener sur l'infrastructure réseau. Sécurité au sens robustesse, haute disponibilité, élasticité, etc. etc. D'accord ? Facilité de mise en œuvre. Ce sont des aspects qui sont importants d'un point de vue sécurité à prendre en compte, en fait. Voilà. Donc, très rapidement, ce slide-là résume ce que Eric vient d'expliquer, c'est-à-dire quels sont les besoins, en fait, ce que veulent les patrons IT, que ce soit dans l'entreprise ou dans les services providers. Ce qu'ils cherchent dans leur data center, c'est d'avoir un maximum de souplesse, c'est de réduire les coûts, d'optimiser l'infrastructure, de la rendre la moins complexe possible, de la rendre la plus élastique possible, la plus adhérente aussi, avec la couche virtualisation serveur qui est mise en place depuis plusieurs années avec des acteurs comme VMware, comme Hyper-V, etc. Si le network ne fait pas son job et reste un réseau qui est conçu comme il y a 10 ans, etc., le réseau sera toujours un goulet d'étranglement par rapport aux besoins de plus en plus croissants de haute dispo de ressources réseau pour de nouvelles applis, pour de nouveaux besoins, etc. Donc il faut que le réseau évolue. Et en ça, notre solution est une des réponses possibles. La fabrique Ethernet, ça va amener de l'automatisation dans le réseau. L'idée, c'est de pouvoir réduire les coûts d'intervention de façon drastique. C'est de faire en sorte que quand on va déployer des switches physiques dans une fabrique Ethernet, ça ne prenne pas un temps, trop important en termes de configuration, en termes d'intervention dans une seule machine pour mettre un équipement dans une baie, le câbler, le configurer, faire toutes les confs qui vont bien sur cet équipement et puis sur ses distants aussi, sur là où il vient se connecter. On va amener beaucoup de simplification à ce niveau-là. Beaucoup de choses qui feront qu'on sera, on va dire, zéro touch orienté dans comment j'implante de nouveaux équipements dans une fabrique Ethernet. On va essayer aussi d'amener de l'efficacité. Quand on conçoit un réseau de façon traditionnelle, comme là par exemple, on va avoir des couches réseau. Et si on est dans un mode traditionnel, on va utiliser, parce qu'on est du niveau 2, on va utiliser de vieux protocoles, de vieux protocoles historiques, comme le spanning tree, pour protéger le réseau Ethernet. Et le problème de ça marche bien. Le vrai souci, c'est qu'on va tout mailler l'infrastructure. Mais parce que le spanning tree permet d'ouvrir des boucles pour protéger le système, on va utiliser que la moitié des liens qu'on a payés. Dans ce que Brockhead va proposer, c'est qu'on va, dans notre infrastructure, on va pouvoir mailler tous nos switches comme on le veut au sein de la fabrique Ethernet. Qu'on voit là, d'accord ? Ce qu'on appelle VCS, c'est notre fabrique Ethernet. Tous les switches appartenant à cette fabrique Ethernet peuvent être maillés comme on le souhaite. Et pour faire en sorte que tous les liens soient actifs, on va tourner un protocole qui s'appelle TRIL, qui est un protocole normalisé, et qui est un protocole de routage historique. En fait, c'est AIS-AIS, qui est un protocole de routage link state, qu'on va descendre en couche 2, parce que c'est un protocole OSI, donc la capacité à pouvoir le descendre en couche 2, c'était tout à fait facile. On n'aurait pas pu utiliser OSPF, par exemple. OSPF est qu'un protocole IP, pas OSI. Et donc, moralité de l'histoire, on va utiliser pour protéger, pour défendre la fabrique, 2, pour utiliser tous les liens, on va utiliser un protocole de routage en couche 2. Ça a un énorme avantage. On va utiliser tous les liens, on va faire de l'equal cost multipass, etc. Et ça, je vous expliquerai après comment ça marche. Et c'est surtout qu'il n'y a plus de spanning tree. Et ce qui va permettre de défendre le niveau 2, ce sera un protocole de routage de niveau 3. Et tout le monde sait, d'un point de vue réseau, qu'un protocole de routage est bien plus performant, est bien plus optimisé, est bien plus robuste qu'un protocole de niveau 2. Et donc ça, déjà, rien que ce fait-là, ça amène de la sécurisation au sens robustesse, fiabilité, etc., dans notre solution fabrique. L'autre point aussi, on va amener, et je vous le détaillerai après, du multipassing à tout niveau. Je vais le détailler après. Et enfin, un des aspects qui est important aussi, Brockhead est issu d'abord du monde network storage au sens fiber channel. De plus en plus, le fiber channel continuera à exister. Il y aura toujours des baies connectées en fiber channel pour tout un tas de raisons
inhérente aux besoins en fait. Mais de plus en plus, on voit émerger un besoin qui s'appelle l'IP storage. La fabrique Ethernet, parce qu'on va se baser sur du trill, et que tous nos liens dans la fabrique Ethernet sont des liens de type DCB, c'est-à-dire Ethernet lossless, et low latency, voire ultra low latency, avec les nouvelles gammes d'équipements qui sont en train de sortir, font que la fabrique Ethernet est un support de choix pour toute solution de type IP storage. Et dernier point, notre solution est très cloud orientée, très cloud optimisée, au sens où nos équipements, au niveau hardware du terme, parce que Brockhead design ses propres ASIC, on est capable d'être gateway de tout type de réseau overlay. Et par exemple de réseaux type VXLAN, qui sont poussés par un éditeur comme VMware, on est capable d'être un terminateur physique sur nos switches pour sortir cette réencapsulation en overlay. Mais on le sera aussi pour tout ce qui est NVIDIA avec Microsoft, etc. On va amener aussi des solutions de type scale-out. Comme on va pouvoir mailler tous nos équipements et qu'une fabrique Ethernet, c'est vu comme un logical châssis. Là, par exemple, on va voir notre fabrique Ethernet comme un châssis logique. Introduire un nouvel équipement dans cette fabrique, ce ne sera pas disruptif. Et en plus, le côté scale-out, c'est qu'à chaque fois qu'on va rajouter un équipement, on n'est pas disruptif sur le fonctionnement de la fabrique ni sur la pérennité de cette fabrique. C'est-à-dire qu'on ne va pas être obligé de changer des équipements pour faire évoluer la fabrique. On peut en rajouter à l'intérieur et ça la fera grandir, ça lui rendra de la puissance, etc. Là où d'autres équipementiers, pour ramener de la puissance, c'est je change un switch et je casse toute mon infrastructure. Et là, c'est un schéma qui voulait illustrer ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que nos équipements, parce que les ASIC sont prêts, on est capable d'être terminateur, donc VTEP Gateway par exemple, pour des réseaux VXLAN. Ça, c'est important à prendre en compte. C'est peut-être je ne sais pas quel est votre niveau d'imprégnation à ce niveau-là, mais quand on crée un réseau physique, il faut toujours penser aussi à l'impact que ça a sur tout ce qui est virtuel, que ce soit au niveau virtual machine, au niveau virtual ressources, au niveau compute, au niveau système, mais aussi au niveau virtual réseau que créent des gens comme VMware ou autres. Et nous, on sait s'adhérer à ça. Je regarde le temps, parce que j'ai pas mal de slides en fait. Un point qui est important, quand on va créer une fabrique Ethernet, l'idée c'est que ce soit simple. Là aussi pour des raisons d'efficacité, mais aussi de sécurité. Moins on passe de temps à configurer une machine, plus on est sûr qu'on fera moins de bêtises. Moins on passe de temps dans une seule machine, plus on est sûr qu'on fera moins de bêtises aussi dans cette seule machine. Quand on veut créer une fabrique Ethernet, chez nous, entre par exemple 3 switches, on va prendre ces 3 switches, on va leur donner un numéro de fabrique, un numéro de bridge ID dans cette fabrique, on va les connecter entre eux, physiquement, hein, et la fabrique va se créer d'elle-même. D'accord ? Il n'y a pas besoin, par exemple, par rapport à d'autres équipementiers, où on va créer des lags ou des Ether channels, etc., sur lesquels il va falloir configurer des éléments, enfin avoir des points de configuration. Eh bien, chez nous, ce n'est pas le cas. C'est tout de l'autosensing. C'est-à-dire que là, typiquement, vous avez ici une configuration d'un équipementier concurrent à Brockhead. Là, vous avez une configuration d'un VDX de Brockhead. L'idée, c'est de simplifier, encore une fois, les opérations. Un autre point important, je vous ai dit tout à l'heure, c'est d'être très adhérent avec la couche virtualisation système. Quand, par exemple, vous créez une infrastructure réseau et vous avez une virtual machine qui vient se connecter sur un switch, et que cette virtual machine, elle se déplace, ce qui arrive relativement souvent, des vMotion, il y en a régulièrement souvent sur une infrastructure data center. Si on n'a pas, sur l'infrastructure physique, créé toutes les caractéristiques réseau pour que cette machine virtuelle soit accueillie, à un moment donné, quand elle a bougé, elle ne communique plus avec personne. Si elle n'a pas le bon numéro de VLAN sur le bon port, s'il y a de la QoS, etc., qui était dédiée à cette machine virtuelle, si ça n'a pas été configuré, la machine virtuelle, elle peut se déplacer, elle va le faire. Par contre, l'infrastructure physique ne sera pas
performante pour elle, elle ne lui permettra pas de communiquer avec le reste du monde. Et un des soucis, c'est que pour pouvoir faire ça, il va falloir beaucoup de temps aux équipes réseau pour pouvoir configurer, suite à un vMotion, ce qui va bien. Et la résultante, c'est qu'on ne le fait pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va étendre tous les VLAN sur l'infrastructure pour être sûr que si une machine virtuelle se déplace, n'importe où elle est, elle pourra trouver une porte de sortie. Ça, d'un point de vue sécurité, c'est très moche, en fait. Parce que si jamais vous voulez isoler des machines entre elles, des tenantes, enfin des entités, des clients logiques entre eux, et que vous déployez tous les VLAN qui sont distribués sur votre infrastructure, vous les déployez sur tous les switches de votre infrastructure physique, la sécurité, au niveau réseau, vous n'en avez pas. Une solution, c'est de faire en sorte que le hardware ne soit pas agnostique par rapport à la couche, de virtualisation software, mais justement qu'elle accompagne ça. Et il n'y a pas beaucoup d'équipementiers en fait, qui ont cette adhérence-là. La majorité des équipementiers, ce qu'ils font, c'est que la couche hardware n'a pas du tout d'adhérence avec la couche software, et que c'est le software, avec des virtual switch, etc., que ce soit chez des gens comme VMware, chez des gens comme Cisco, etc., qui font la colle. Chez nous, le hardware va être adhérent. Ce qu'on va créer, on va créer des port profiles. On va identifier des MAC adresses de machines virtuelles qui sont comment dire, la résultante de ces port profiles. Et ce qu'on va faire, c'est que quand une machine virtuelle va se déplacer, c'est allé trop vite là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va populer le port profile sur la machine. À partir du moment où on a détecté que la MAC adresse de la machine virtuelle est arrivée sur la machine. L'idée, c'est de ne pas étendre tous les VLAN, de ne pas étendre toutes les ressources réseau sur l'ensemble de l'infrastructure et de les déployer que là où il y en a besoin. Et de le faire de façon automatisée. Ça, d'un point de vue sécurité, c'est beaucoup plus convenable. D'un point de vue efficacité, c'est beaucoup plus convenable. Voilà. Je vous ai dit aussi que dans notre fabrique Ethernet, tous les switches appartenant à la fabrique, donc là vous avez un petit exemple de 6 switches maillés entre eux, on peut les mailler comme on le souhaite. On va faire en sorte on va faire du multipassing à la fois au niveau physique, à la fois au niveau 2 et à la fois au niveau 3. Donc je vais m'expliquer. Imaginons que les deux switches là soient connectés entre eux avec 3 liens. Ces 3 liens forment un agrégat. Au niveau 1, on ne va pas faire du hashing comme tous les autres le font en LACP, etc. On va faire de l'échantillonnage de trames. C'est une trame sur un lien, une trame sur un autre, une trame sur un autre lien, et ce, pour tous les flux. Ce qui fait qu'on va garantir, pour un flux donné, entre ces deux switches, que ce flux va utiliser 33%, parce que là, il y a 3 liens, 33% de la capacité entre ces deux liens. Si on ne fait pas ça, et si on fait du hashing traditionnel, le hashing, c'est j'ai X liens, je vais faire un modulo d'une source IP vers une dest IP, modulo le nombre de liens. Et souvent, ce qui se passe, alors ça permet d'équilibre la charge sur les N liens. Quand on a beaucoup d'adresses IP source et beaucoup d'adresses IP destination, qu'on est dans un monde de la loi des grands nombres, qui fait qu'on a une chance de peut-être répartir correctement les flux sur l'ensemble des liens. Mais quand, dans un data center par exemple, vous faites de la réplication de bases de données entre une source et une destination, et que ce sont toujours les mêmes, si vous êtes dans un mode LACP avec du hashing, vous utiliserez toujours le même lien dans cet Ether channel. Et quand il est saturé, il est saturé. Même si vous avez d'autres liens à côté dans cet Ether channel. Avec notre solution, vous êtes sûr de pouvoir utiliser tous les liens. Et ça, c'est très important quand on construit une infrastructure data center, de penser à ce type de flux, par exemple, tous les flux de backup, de sauvegarde, etc. Pour faire en sorte que ce ne soit pas des goulets d'étranglement et que ces sauvegardes se passent bien. Et ne soient pas là non plus pour pénaliser d'autres flux applicatifs. On va amener, parce que dans la fabrique, c'est du trill, on va amener de l'equal cost multipass. On va pouvoir utiliser tous les liens et faire du multipass parce que c'est un protocole de routage. Pour peu qu'ils aient la même métrique, on va pouvoir utiliser l'ensemble des liens d'un nœud vers n nœuds
pour joindre une destination souhaitée. Et enfin, on va pouvoir avoir plusieurs default gateways actives dans une même fabrique Ethernet. Là où d'autres en ont que 2. Nous, on peut en avoir 3, 4. Je vais essayer d'accélérer un peu parce qu'il y a un sujet quand même que je souhaiterais aborder. Une fabrique Ethernet, c'est un châssis logique. Donc là où tout le monde, c'est par exemple sur une infrastructure data center, connecter des serveurs, des baies, etc., avec du single attach, du dual attach en teaming ou en LACP, nous, on sait aussi attacher des serveurs ou des baies avec plusieurs liens en LACP sur différents nœuds. Par exemple, un serveur, ici, peut être attaché sur 3, 4, 5, 6 nœuds physiques switch indifférents, jusqu'à 8, puisque dans un LACP, le nombre de liens maximum qu'on puisse mettre, c'est 8. Dans un agrégat de liens, on ne peut pas en mettre plus que 8. Il n'y a pas de concurrence, en fait, à ça. Et il peut y avoir un certain nombre de use cases. Vous avez, par exemple, des serveurs qui vont héberger des grosses bases de données. Peut-être que d'avoir des interfaces physiques vers plusieurs switches différents, ça peut être important. Ça peut être important en termes de robustesse, de haute disponibilité, donc de sécurité. Et un point aussi important sur cette infrastructure physique, on sait la découper en entités virtuelles. Quand on va créer une fabrique Ethernet, ça c'est une fabrique physique, on est capable, parce qu'on va pouvoir utiliser une encapsulation dans la trame Trill, on va être capable de pouvoir faire de l'encapsulation, c'est du Mac in Mac en fait. On va pouvoir faire je pense que ça vous connaissez, c'est de la réencapsulation de VLAN. C'est un peu ce style-là qu'on va utiliser. Et donc, ça va permettre de pouvoir créer des virtuelles fabriques. On va identifier des fabriques virtuelles en retaguant des flux. Et donc, une fabrique virtuelle, c'est du Q-in-Q en fait, qu'on va faire dans notre fabrique. Ça va permettre de pouvoir héberger, par exemple, plusieurs entités logiques et de leur garantir de la sécurisation, de la segmentation et de l'étanchéité par rapport à d'autres entités. Ça permet aussi à ces mêmes entités-là, par exemple la rouge et la orange, d'utiliser peut-être les mêmes plages d'adresse de VLAN. Puisqu'elles sont dans des virtuelles fabriques séparées, elles peuvent utiliser ce qu'elles veulent, même si c'est cohérent, même si c'est overlappé. Donc ça, c'est notre solution globale sur le data center au sens hardware du terme. Brocket ne s'arrête pas au hardware. Une des innovations qu'on souhaite apporter, c'est tout ce qui touche au software networking dans le data center, et notamment des choses autour du SDN et du NFV qu'ont introduit Eric. Alors déjà, parce que je ne sais pas si tout le monde sait un petit peu ce que c'est, le NFV, donc c'est Network Function Virtualization, et le SDN, c'est Software Defined Networking. Le NFV, c'est faire en sorte qu'on sorte des appliances hardware propriétaires, un routeur Cisco, un routeur Juniper, etc. Ça, c'est une appliance propriétaire. Et on va prendre le software de cette appliance, en tout cas le nôtre, et on peut le positionner sur n'importe quelle appliance physique agnostique type x86. Dans un data center, par exemple, des serveurs x86, en théorie, il y en a beaucoup. Et ce serait dommage de ne pas utiliser une partie des ressources CPU, Core CPU, etc., et RAM, qui sont hardwarement dans le data center et qui ne sont pas toujours bien utilisées. On pourrait très bien faire tourner sous forme de VM des fonctionnalités de routage, des fonctionnalités de firewalling, des fonctionnalités de load balancing, au plus proche de l'application, au plus proche des machines virtuelles constituant une application, parce qu'on utilisera une appliance agnostique x86. Nous, Brockhead, on va positionner des solutions NFV qu'on appelle des Viata routers, des Viata firewall, des virtual ADX qui sont des load balancers, qui sont des licences qu'on peut pusher sous forme de VM ou en barre métal sur des serveurs x86. Le SDN, c'est autre chose, et ça va toujours dans la virtualisation des réseaux, c'est de piloter les contrôles planes des différents équipements réseau par un contrôleur externe. Alors ça peut avoir
plusieurs portées, on va dire. On peut contrôler au sens, je peux contrôler le flux, c'est-à-dire l'étape de routage de mes équipements, mais je peux aussi contrôler sa QoS, je peux aller plus loin, je peux peut-être aussi contrôler ses règles de firewalling, je peux contrôler beaucoup de choses. Aujourd'hui, la majorité des acteurs s'arrêtent à « je contrôle la façon dont l'équipement va router, va transmettre le paquet ». Nous, Brocade, avec un contrôleur qu'on appelle le Viata Controller, qui est sourcé sur le projet Open Daylight, qui est un projet open source. On va bien sûr faire de l'open flow et l'objectif, ce sera de contrôler les flux des équipements. C'est-à-dire un équipement reçoit un paquet, il va chercher sur le contrôleur externe comment je transmets ce paquet, est-ce que j'utilise ma table de routage interne ou est-ce que j'en utilise une autre? Mais on va aller beaucoup plus loin, on va amener du firewalling as a service, c'est-à-dire qu'on va pouvoir déployer des règles de routage, on va voir comment. On pourra contrôler des règles de routage, contrôler des règles de VPN, contrôler des règles de load balancing. On pourra amener de la QoS aussi. Et ça, c'est très intéressant, notamment, par exemple, dans le monde LAN campus. Mais je ne vais pas trop l'aborder là. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir un contrôleur issu du projet Open Daylight qui soit extrêmement riche à ce niveau-là. Et pas se focuser uniquement sur la partie open flow et contrôle de flux. Et ça ne marche plus. Ah si, ça marche. Et NFV, SDN, ce sont deux notions différentes, mais pas antinomiques. Elles sont très complémentaires l'une de l'autre. L'idée, c'est d'amener de l'économie, faire baisser des coûts et d'amener de l'agilité. Juste très rapidement, pourquoi NFV? Parce que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on voit dans les data centers, c'est de plus en plus de serveurs x86, de plus en plus richement dotés encore, et avec des interfaces de plus en plus haut débit. De moins en moins gigas, de plus en plus 10 gigas. Donc pourquoi pas utiliser ces appliances pour faire du routage? Et là-dessus, nous, ce que je vous disais, on a deux produits. Donc du Viata Router, qui est, il y a 2 ans et demi, en fait, Brocade a racheté une entité qui s'appelait Viata, un éditeur américain qui s'appelait Viata, et on a tout recompilé, tout retravaillé à notre sauce pour avoir nos propres routeurs. On a 2 machines pour ça, je vous la montre après, et des virtual ADX, qui sont des virtual load balancers, avec toute la richesse que nous on apporte aussi sur qui est issue en fait d'un point de vue features de nos fonctionnalités de notre machine ADX physique hardware. Un petit use case, pourquoi c'est intéressant d'amener des virtual routers ou des virtual firewall ou des virtual load balancers? Là, le use case, c'est sur un virtual router, mais on peut la décliner de la même façon avec un virtual firewall ou load balancer. Vous avez par exemple dans la machine du milieu, dans le SX du milieu, vous avez plusieurs machines virtuelles. Et elles veulent se parler entre eux. Si on ne fait rien, c'est-à-dire de façon traditionnelle, les 2 machines vont aller envoyer des paquets, traverser l'infrastructure physique niveau 2 pour taper une default gateway, un routeur hardware, et revenir. Tout le monde fait ça et ça marche bien, c'est même pas trop le sujet, ça marche bien. Mais par contre, on pourrait être bien plus performant. Ces 2 machines virtuelles, elles sont quand même pas loin l'une de l'autre, elles sont dans la même machine physique. Si on mettait un virtual router ou un virtual firewall, etc., finalement, la communication entre les deux, elle serait locale. Alors ça amènerait 2 choses. Ça amènerait plus de performance, parce qu'elle serait locale, moins de latence, peut-être plus de sécurité aussi, parce que on est sûr que là, pour que les deux se parlent, si jamais il y a un problème sur l'infrastructure physique, un temps de, je sais pas moi, un temps de convergence ou quoi que ce soit, on est sûr que là, il n'y en a pas, ça reste local. On ne va pas aller taper des ressources, des routeurs qui sont à l'autre bout de l'infrastructure, qui sont peut-être moins performants, etc., ou peut-être saturés parce que c'est un goulet d'étranglement, ou un firewall qui souvent est un goulet d'étranglement, etc., etc. Donc là, on va amener beaucoup... J'ai bien compris qu'il ne restait plus beaucoup de temps. Là. Et, merci. Et donc, c'est tout l'intérêt. On peut même faire autrement, c'est-à-dire que si jamais on veut faire communiquer entre eux des machines virtuelles sur 2 serveurs différents, toujours avoir un routeur virtuel ou un firewall virtuel, etc., fait que là, on ne va traverser que la couche d'accès de la couche physique, pour peu qu'elle soit bien maillée, c'est-à-dire avec une fabrique Ethernet, par exemple. Et donc là, on va amener de la performance, de la sécurisation, etc. On va surtout aussi, pour les applications, amener de la ressource network
au plus proche de l'application, au plus proche des VM que l'application utilise. Et donc si jamais, par exemple, cette application est vouée à se déplacer, on peut déplacer les routeurs, les firewalls et load balancers parce que ce sont des VM. Donc on va amener là aussi de l'élasticité, de la robustesse, au sens adaptabilité, au sens sécurité. Je vais accélérer. Donc là, juste une petite print sur nos produits côté virtual, côté Viata Router, ce qu'ils font, du routage, du firewalling, du VPN. Notre contrôleur SDN, qui est basé sur le projet Open Daylight, lui, il est capable, ce que je vous ai dit, de faire du contrôle de flux avec un plugin OpenFlow, mais on est capable d'aller beaucoup plus loin, de contrôler nos firewalls virtuels, nos routeurs virtuels, nos load balancers virtuels, parce que demain, avec une intégration avec OpenStack, on va le voir là, parce qu'en utilisant le Neutron plugin, on pourra faire du firewalling as a service, on pourra faire du VPN as a service, ce sont des features qui arrivent, et ça c'est très intéressant à la fois pour l'entreprise dans son data center privé, mais aussi pour les service providers à une échelle beaucoup plus large, de déployer de l'infrastructure, de faire de l'infrastructure as a service, que ce soit au niveau physique, mais aussi au niveau virtuel, avec du routage, du firewalling, etc. Donc, tous nos équipements, hardware ou physique, sont capables de discuter avec le plugin Neutron d'OpenStack et donc sont capables en fait d'être orchestrés par OpenStack. Et donc, vous voyez bien que tout ça pour dire que notre vision du software, il est très open source orienté. OpenStack, c'est un monde open source. Open Daylight, c'est un monde open source. Et on va vraiment dans cette direction-là. Enfin, c'est pas qu'on va vraiment, c'est qu'on est dedans, en fait. Et enfin, un dernier slide, et je m'arrêterai là, parce que sinon, il n'y aura pas de questions. Sur la partie, quelle est l'empreinte globale dans le data center de Brocade? La première des choses, c'est qu'on va essayer de construire des infrastructures physiques hardware qui soient vraiment performantes, robustes, élastiques. D'accord ? On est capable d'amener, d'un point de vue sécurisation, de la séparation, soit en utilisant des VRF, soit en utilisant des virtual fabrics, en utilisant des virtual routers en barre métal, des virtual firewalls, etc. On va amener de la sécurité, donc avec des virtual firewalls, des terminateurs VPN, etc. On va amener de l'élasticité, parce que nos fabriques sont extensibles, parce qu'on est capable de déployer plusieurs firewalls virtuels, etc. Et enfin, on va amener du service. Et ça, c'est un des grands enjeux, c'est que demain, l'IT dans l'entreprise, encore plus que dans le monde du service provider, qui est déjà un fournisseur de services, mais l'IT dans l'entreprise deviendra un fournisseur de services pour ces métiers. Et donc l'idée, c'est qu'on puisse l'accompagner avec ça. Et donc, avec des firewalls virtuels, avec des routeurs virtuels, avec des load balancers virtuels, on pourra sticker en fait des fonctionnalités réseau au plus proche des machines virtuelles constituant l'application et faire que l'application soit complètement autonome et complètement sécurisée avec ça, robuste et sécurisée. On a un propre contrôleur et notre ouverture vers l'orchestration OpenStack. Et juste, je ne le commenterai pas, ça c'est l'empreinte de Brocade sur toutes les strates network et comment on intervient. Donc à chaque fois qu'il y a le petit B de Brocade, c'est là où on travaille. Donc on est vraiment un équipementier network centré, à la fois au niveau hardware et au niveau software, et ouvert sur le monde. Donc voilà, je vous remercie.